Merci vraiment d'être là. Merci effectivement aux différentes organisations qui nous ont rejointes. Je pense notamment donc à la page, je pense donc au CMEA, la Ligue des droits de l'homme, à l'OCCE, à l'ICEN, l'école Franet, donc à l'UNSA Éducation et au DDEN de la Marne. Donc on devrait être avec nos amis de la Meuse, une petite centaine ce soir. Et je crois que là c'est important, c'est absolument très bien et fondamental qu'on unisse nos forces pour pouvoir être, je dirais, donc retravailler cette question de laïcité. Nicolas donc a sorti un livre qui s'appelle Pour en finir avec les fausses idées de la laïcité, qui est sorti en 2020-2021. Et nous, on souhaite effectivement donc aborder quelques points donc sur la laïcité, notamment le fameux contrat d'engagement républicain que toutes les associations sont obligées de signer pour obtenir une subvention publique pour leurs actions. On retravaille effectivement la question de l'enseignement dans l'espace éducatif, dans l'espace de vie, et bien évidemment donc la laïcité autour de ce qui fait le cœur de nos activités, les pratiques culturelles et sportives. Voilà Nicolas, je te laisse la parole et je te laisse le soin d'aborder donc ton point de vue. Merci beaucoup. Donc oui, je vais, bon, ben dans ce cas, si on a un peu de temps, oui, je vais faire un petit peu un rappel, bon, déjà d'où je parle. Ensuite, rappeler effectivement que face à une certaine réécriture de l'histoire de la laïcité qu'on constate de plus en plus dans le débat public, qu'est-ce qui est vraiment la laïcité et comment elle est censée s'appliquer, mais aussi effectivement pourquoi il y a eu une évolution qui a amené à ce que lorsqu'on parle de laïcité aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose que lorsqu'on parlait de laïcité il y a quelques années en arrière, en tout cas il y a une vingtaine d'années en arrière, une trentaine d'années en arrière. Donc qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux aujourd'hui et comment faire en sorte de revenir à l'essence même de ce qu'est la laïcité, comment la mettre en pratique et continuer de la promouvoir face à d'autres courants qui se disent laïcs, mais qui sont finalement assez éloignés de cette laïcité. Alors, bon, ça a été dit, j'ai été effectivement, pour ma part, donc, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité pendant 8 années, c'est-à-dire tout le temps de l'existence de cette instance, qui était une instance autonome du pouvoir politique, mais placée auprès du Premier ministre, puisque nous avions un rôle premier de conseil des gouvernements successifs. Donc, l'Observatoire, ça a duré de 2013 à 2021. Ça avait été créé par Jacques Chirac en 2007, puis installé uniquement par François Hollande en 2013. Et puis, ça a duré jusqu'en 2021, puis supprimé donc par le gouvernement Jean Castex et Emmanuel Macron, maintenant il y a un peu plus d'un an. Donc, c'était une instance qui était pluraliste, composée de parlementaires de différents bords, mais aussi de personnalités qualifiées qui étaient reconnues pour leurs travaux sur le sujet, des juristes, des sociologues, des acteurs de terrain. Et on était là donc pour conseiller le gouvernement sur les politiques publiques à mener, à déployer en matière de laïcité. Donc, dans ce cadre, on s'était imposé avec Jean-Luc Bianco et les autres membres de l'Observatoire d'aller sur le terrain. Ce n'était pas une mission au départ qui nous était confiée, mais on pensait que c'était absolument essentiel de voir ce qui se passait sur le terrain pour pouvoir ensuite bien conseiller le gouvernement. Donc, moi-même, j'ai été 2 à 3 fois par semaine sur le terrain dans des endroits différents. J'ai donc pu être dans l'ensemble des départements de l'Hexagone et j'ai aussi été dans les Outre-mer. Et on accompagnait les praticiens de la laïcité, que vous êtes dans les mouvements d'éducation populaire, que l'on retrouve aussi bien sûr dans l'éducation nationale, dans la PJJ, enfin dans tout un tas de secteurs. Hein. On les accompagnait, on les aidait au quotidien face à certaines difficultés, et lorsqu'ils ne savaient pas bien comment appliquer cette laïcité. Également, dans le cadre de l'Observatoire, on a conçu ou co-conçu différents plans nationaux de formation à la laïcité, dont certains se déclinent encore, et c'est heureux, auprès des fonctionnaires ou des associations, des responsables associatifs. Et puis, on a aussi, bien sûr, pu initier certaines réformes législatives ou réglementaires. Par exemple, réforme législative, par exemple, on a été à l'origine de l'abrogation du délit de blasphème en Alsace-Moselle, que vous connaissez, régime que vous connaissez bien, donc au Rhin, Bas-Rhin et Moselle, puisque même si, heureusement, il n'était pas mis en application, il y avait encore un délit de blasphème dans ces 3 départements
issu du régime dérogatoire, lui-même issu du régime de droit local allemand et des articles organiques et du concordat. On a aussi, du côté réglementaire, par exemple, mis en place une formation obligatoire pour tous les aumôniers de tous les cultes qui interviennent dans les services publics, qui sont rémunérés pour cela. À partir du moment où ils sont rémunérés par l'État, on leur a demandé de suivre une formation à la laïcité, puisque quand même, ils se doivent évidemment, même s'ils interviennent, enfin, justement parce qu'ils interviennent dans des services publics, des hôpitaux, des internats, des armées, des prisons, de connaître bien sûr le principe juridique le droit applicable en matière de laïcité. Bon, on a fait beaucoup d'autres choses. On a mis en place d'ailleurs la Journée nationale de la laïcité, qui a ensuite été confirmée par la loi et qui maintenant, on le voit bien, suscite énormément d'intérêt et d'initiatives. Ça, c'est l'Observatoire qui en était aussi à l'origine en 2015. Et puis, quand l'Observatoire a été supprimé pour des raisons obscures, enfin obscures, en réalité on les connaît, hein, elles sont d'abord politiques, elles ne sont pas du tout de fond, puisque sur le fond, l'Observatoire n'a jamais été mis en défaut. Euh, quand ça s'est arrêté, on a effectivement avec un certain nombre des acteurs de terrain, mais aussi donc là encore des sociologues, des juristes, etc. On a créé la vigie de la laïcité pour continuer en partie ce que pouvait faire l'Observatoire, c'est-à-dire être en soutien des praticiens de la laïcité, aider les acteurs de terrain lorsqu'ils ont des difficultés. Donc très régulièrement, moi-même, je réponds à tout un tas d'interrogations qu'on reçoit. Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Comment je dois gérer ça? Et puis on intervient de cette manière, comme ce soit en visio ou des fois même en déplacement de terrain, quand c'est possible, auprès de tout un tas de mouvements. Et donc, on veut aussi, avec la laïcité, assurer ou du moins participer à un débat sur la laïcité qui soit fondé sur la raison et non pas sur l'émotion, sur la passion, sur le buzz, sur l'immédiateté, comme on le voit que trop souvent dans le débat public. Parce qu'effectivement, la laïcité, c'est un sujet qui est éminemment sensible, qui est très présent, mais qui est très souvent traité par le biais de la polémique. C'est un sujet qui touche aux convictions personnelles et qui, du coup, conduit, on le sait bien, à des interprétations multiples. Et là-dessus, je cite souvent le doyen Rivero, Jean Rivero, qui, déjà dans un article de 1949, rappelait que la laïcité était un mot qui sent la poudre, ce mot qui sent la poudre, qui éveille des résonances passionnelles contradictoires, mais il rappelait aussi que le seuil du droit franchi, ben en fait, les disputes s'apaisent, parce que pour le juriste, la définition de la laïcité ne soulève pas de difficultés majeures, mais en revanche, il y a des conceptions fort différentes qui peuvent être développées par diverses personnalités. Et ça, c'était en 49. 73 ans plus tard, on est quand même toujours dans cette situation-là. La laïcité, donc, toujours objet de profonds désaccords, de confusion, de vifs débats, d'abord dans le cadre médiatique et politique. Ben, il reste que s'il y a des débats sur la laïcité, outre la confusion qui est faite entre le cadre laïque et les problèmes de société sur lesquels j'en reviendrai, ben, c'est parce qu'intellectuellement, force est de constater qu'il n'y a jamais eu une seule conception de la laïcité. Je parle bien intellectuellement. Parce que chacun a souvent tendance en ce domaine à identifier sa propre vision subjective à la laïcité dans l'absolu. Mais si vous avez différentes conceptions intellectuelles ou philosophiques qui s'affrontent, en revanche, pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne l'application concrète au quotidien de la laïcité, ben de ce point de vue-là, il n'y a qu'une laïcité. C'est la laïcité, évidemment, non pas dans les têtes, mais dans les textes, celle qui est inscrite dans nos textes juridiques et qui est reprise par notre Constitution. Sauf que cette laïcité, finalement, elle est assez peu connue. Elle est en tout cas plus souvent méconnue, et ce qui va permettre de la tirer un peu dans tous les sens. Bon, vous, je pense que vous la connaissez bien. Pour faire rapidement, on le sait, pour l'essentiel, la définition en droit de la laïcité, elle découle de 5 textes. Les articles 1er, 4 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, même si le mot laïcité n'existait pas encore, article sur l'égalité des droits, sur la liberté de chacun et celle d'autrui, sur la liberté de manifester ses convictions. Ensuite, on a les lois Ferry de 1881, 1882, complétées par la loi Goblet, évidemment, de 1886, qui instaure enfin l'école publique laïque. Et puis, bien sûr, il y a la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises, avec un E majuscule, parce que c'est au sens d'organisation religieuse, toutes les organisations religieuses, quelles qu'elles soient, et de l'État. Après, on a eu une jurisprudence abondante et importante du Conseil d'État qui vient préciser l'application concrète du principe face à des situations nouvelles. On le voit souvent, on a souvent des décisions du Conseil d'État qui peuvent nous éclairer face à des situations qu'on n'avait pas vues auparavant. Et puis, il y a eu quelques lois quand même supplémentaires qui, généralement,
précisent les choses sur des aspects pratiques, mais pas toujours. Parfois, elles sont plus importantes, notamment, bien sûr, la loi du 15 mars 2004, qui rappelle l'interdiction faite aux élèves des écoles, collèges et lycées publics de manifester ostensiblement une appartenance religieuse, donc qui interdit les signes religieux ostensibles. Et puis la loi, on pourra en parler, du 24 août 2021 que tu évoquais et qui effectivement pose question, interroge quant à la liberté associative en particulier, pour certains de ces articles, avec aussi le contrat d'engagement républicain qui lui-même interroge sur certains de ces engagements d'ailleurs, et qui d'ailleurs juridiquement n'est pas vraiment un contrat. Et c'est une loi effectivement qui a un impact, pas que sur la laïcité, mais quand même, notamment, sur la laïcité. Reste que dans le droit positif en général, on retient dans le débat public d'abord la loi du 9 décembre 1905, dont on fête aujourd'hui donc les 117 ans. Et c'est bien normal, puisque même si le mot laïcité n'apparaît pas dans la loi, c'est vraiment cette loi qui synthétise le cadre général de notre laïcité française, qui, comme vous le savez, repose sur 3 fondements essentiels. La liberté de conscience, liberté qui suppose la liberté de religion et de culte, mais tout autant la liberté vis-à-vis de la religion et celle de manifester ses convictions, quelles qu'elles soient, religieuses ou non, toujours dans le respect de l'ordre public. Donc ça renvoie à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc en France, on peut promouvoir une religion, mais on peut aussi critiquer, contester une religion. Tout ça devant se faire normalement dans le respect mutuel. Deuxième fondement, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Et c'est de cette séparation, on le sait bien, que découle notre neutralité de l'État et plus largement de l'administration publique, mais pas celle des usagers, comme on l'entend parfois. Eux, au contraire, se voient garantir une certaine liberté. Et puis, troisième fondement, l'égalité de toutes et tous devant la loi, devant l'administration publique, quelles que soient leurs convictions, leurs croyances, qui est justement garantie par l'impartialité et la neutralité de l'État, qui, une fois qu'il est devenu laïque, finalement, devient non pas opposé, mais indifférent, tout à fait indifférent aux croyances ou aux convictions de chacun. Et c'est de cet ensemble de fondements que découle la garantie du respect de l'autre dans sa conviction ou dans sa croyance, mais aussi que découle notre citoyenneté commune, c'est-à-dire qu'on est toutes et tous des citoyennes et citoyens à égalité de droits et de devoirs. Et ces 2 dernières dynamiques contribuent à l'idéal républicain de fraternité. Donc, en disant ça, on voit bien qu'à l'inverse de ce qu'on entend parfois, la laïcité, ce n'est pas une valeur qu'on apprécierait subjectivement et qu'on ajouterait au triptyque républicain liberté, égalité, fraternité, laïcité. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprécie subjectivement. L'égalité, pendant très longtemps, il n'y avait pas l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple. La laïcité, non, c'est un principe qui surplombe vis-à-vis des convictions et des croyances et qui va permettre d'appliquer en droit et de décliner en droit les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Liberté de conscience, égalité, quelles que soient nos convictions, citoyenneté commune et donc fraternité. Ça, c'est quand même important de le rappeler parce qu'il y a souvent des confusions et cette confusion va ouvrir la porte à des abus parce que quand on parle excessivement de valeurs à propos de la laïcité, on peut finalement la tirer un peu dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que c'est important de rappeler que c'est un principe majeur de notre République qui va permettre de décliner ces valeurs vis-à-vis des convictions et des croyances. Ensuite, je rappellerai aussi, d'ailleurs, une autre parenthèse, d'ailleurs, j'ai parlé un peu plus haut du respect. Et ça me paraît très important parce que autre abus, à mon avis, qu'on fait dans le débat public, c'est qu'on parle très souvent de tolérance pour la laïcité. On dit souvent la laïcité, c'est synonyme de tolérance. Et là, je rappellerai quand même ce que rappelait le révolutionnaire et député Mirabeau en 1789 quand il disait « La tolérance, c'est le fait du prince ». Il a tout à fait raison, c'est-à-dire que la tolérance, ça suppose quelqu'un qui tolère et un autre qui soit toléré. Sauf que celui qui tolère peut demain ne plus tolérer. Et donc, Rabot-Saint-Étienne aussi, qui est un des principaux rédacteurs de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et qui était lui-même, avant d'être député révolutionnaire, pasteur protestant, précisait là-dessus, je le cite souvent, il disait « Messieurs, ce n'est pas même la tolérance que je réclame, c'est la liberté. La tolérance, le support, le pardon, la clémence, idée souverainement injuste envers les dissidents tant qu'il sera vrai que la différence de religion, que la différence d'opinion n'est pas un crime. La tolérance, je demande qu'il soit proscrit à son tour, et il le sera, ce mot injuste qui ne nous présente que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables auxquels on pardonne ce que le hasard souvent et l'éducation ont amené à penser d'une autre manière que vous. » Ça, je crois que c'est très juste de rappeler qu'effectivement,
La laïcité ne se limite pas à une simple tolérance. C'est du respect et c'est de la liberté. Ça va beaucoup plus loin que cela et je crois que c'est important de le redire. Bon, après, c'est toujours assez intéressant aussi de revenir sur d'où ça vient, la laïcité. Alors, si on met de côté ces prémices qui remontent finalement à l'Antiquité, l'idée moderne de laïcité, elle est née, vous le savez, il y a plus de 300 ans, au XVIIe siècle. On pourrait parler du philosophe protestant français Pierre Bayle, on pourrait parler du théologien américain Roger Williams, qui fut d'ailleurs quelqu'un qui a mis en application ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la laïcité dès 1637 dans sa ville de Providence, dans ce qu'allaient devenir les États-Unis. Ça, c'est un fait qu'on oublie beaucoup, mais c'est intéressant de s'en souvenir. Et puis, bien sûr, après, on peut évoquer l'influence considérable des philosophes Baruch Spinoza et John Locke, et bien sûr, ensuite, du siècle des Lumières, de tous les penseurs pendant le siècle des Lumières, donc Voltaire, Rousseau, Diderot, Condorcet, etc. On pourrait aussi penser d'ailleurs, enfin rappeler le rôle, depuis l'Antiquité, là encore en fait, des libres penseurs, en parlant d'Épicure, Villon, Rabelais, qui refusèrent des vérités révélées et imposées par des autorités qui étaient liées à des églises au sens très large. Alors, on le sait, la laïcité française à cette époque du 17e, 16e, 17e, 18e siècle, elle a été pensée pour assurer la cohésion nationale parce que les Français, comme beaucoup de sujets en Europe, se divisaient violemment selon leurs croyances. Comme on le sait, au XVIe siècle, le pouvoir royal français, qui était directement lié à l'Église catholique, s'opposait au développement du protestantisme parce que la réforme était notamment vue comme une révolte contre les dogmes de Rome et comme aussi une autonomisation des individus, qui était vue comme insupportable pour les autorités de l'époque. Donc, on commençait des guerres de religion entre protestants et catholiques, et ce par vagues successives, jusque finalement à la moitié du XVIIIe siècle. On le sait bien, ces minorités protestantes n'avaient pas le droit de pratiquer leur religion ni d'exercer certains métiers sous peine de prison ou d'exécution, de mort. Mais on pourrait aussi rappeler que, alors outre que ces persécutions ont mené aussi à de très nombreux exils, il faut rappeler que dans notre pays, on a eu des discriminations finalement légalisées, qui étaient de valeur légale, jusqu'au début du XXe siècle, même moitié du XXe siècle, contre finalement des minorités, contre des Français qui n'étaient pas d'une supposée majorité. Donc ceux qui n'étaient pas catholiques, qu'ils soient protestants, juifs, musulmans, libres penseurs, ont été discriminés et même de façon légale, jusqu'à finalement pas si loin que cela. Et ça, c'est important aussi de le rappeler pour comprendre que la laïcité, elle a vraiment été pensée pour organiser une société moderne aspirant aux libertés individuelles et à la fin de ces conflits, à la fin de ces inégalités, à la fin de ces discriminations. Donc, en un mot, en fait, il s'agissait d'abord d'assurer la paix civile et plus largement ensuite d'assurer une société libre et égalitaire. Alors, aujourd'hui, on constate encore des difficultés à définir la laïcité française. On le voit bien, on a parlé des débats très vifs sur ce sujet, interprétation subjective, définition juridique, et puis pratique de terrain au quotidien, qui donc se confrontent à des situations nouvelles sur lesquelles certains n'ont pas toujours les réponses. Et on abordera, je pense, dans nos échanges pas mal de ces cas concrets. Mais il faut retenir, en fait, que de façon très pratique et générale, pour comprendre comment s'applique le principe de laïcité, il faut toujours en revenir au juste équilibre qu'il pose toujours entre la garantie des libertés individuelles et le nécessaire respect du cadre collectif. Et cet équilibre, en fait, il suppose, en ce qui concerne l'expression des convictions et des croyances, la distinction entre plusieurs espaces. Alors là, je ne vais pas rentrer dans la division entre deux sphères, publiques et privées, parce qu'elle est source de confusion. Elle est intéressante intellectuellement, mais dans le cas concret, dans la pratique de la laïcité, elle peut être source de confusion. Il vaut mieux parler là d'espace et de ces quatre espaces. Les quatre espaces, quels sont-ils ? D'abord, c'est l'espace personnel privé, c'est-à-dire votre domicile privé ou votre lieu de rencontre privé. Un espace où la liberté de manifester ses convictions est quasiment infinie, en tout cas elle est très large. La seule limite, bien sûr, c'est le respect de la loi. Par exemple, ne pas commettre de troubles du voisinage. Ensuite, le deuxième espace, c'est l'espace administratif, c'est-à-dire l'espace de l'État, des collectivités locales, des services publics, de tous les lieux qui hébergent une mission de service public. Là, on le sait, dans cet espace-là, les murs, les façades, et puis toutes celles et tous ceux qui exercent une mission de service public sont soumis à la neutralité. Pas ceux qui y sont accueillis, pas les usagers,
qui, eux, au contraire, voient la laïcité leur garantir la liberté de manifester leurs convictions dans la limite où ils ne causent aucune perturbation au service public en question, évidemment. Là, il y a quand même le cas particulier à évoquer des élèves des écoles, collèges et lycées publics, puisque la loi de 2004 ne s'applique pas dans le privé. Dans le privé, c'est le règlement intérieur qui fait loi. Mais donc, dans le public, effectivement, il y a le cas particulier des élèves qui ne sont pas soumis à la neutralité, comme on croit souvent, mais qui sont soumis à la discrétion. Un fort devoir de discrétion, on leur demande effectivement donc de ne pas porter de signes ostensibles religieux ou de ne pas manifester ostensiblement leur appartenance religieuse. Alors, pourquoi cette loi a été adoptée? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agissait durant la phase d'acquisition des bases du savoir que constitue le primaire et le secondaire, un âge où on est mineur, sauf exception, un âge où chacun doit développer son esprit critique et se forger librement ses opinions, de préserver les enfants et les adolescents de pressions qu'ils pourraient subir pour porter tel ou tel signe et d'éviter les conflits entre celles et ceux qui les porteraient et celles et ceux qui n'en porteraient pas. Par ailleurs, on le sait, les élèves ne peuvent pas faire de propagande ou de prosélytisme, qu'il soit d'ailleurs religieux, mais aussi politique ou commercial. Et ça découle, vous le savez, des circulaires Jean Zé de 36 et 37. Donc, ils peuvent parler de religion entre eux, mais ils ne peuvent pas contraindre autrui, en tous les cas, à adhérer à leurs propres convictions. Il faut rappeler d'ailleurs que le prosélytisme abusif, c'est contraindre autrui à adhérer à ses propres convictions. Tout prosélytisme, d'ailleurs, c'est un comportement actif, hein, ce n'est pas le fait de porter un signe, c'est un comportement actif de l'ordre de paroles, d'écrits comme des slogans, tout ce qui va viser à susciter l'adhésion d'autrui à ses propres convictions ou croyances. Troisième espace maintenant, c'est l'espace social privé, c'est-à-dire l'espace où l'on travaille ensemble, comme l'entreprise privée ou l'association, qui ne sont pas investis d'une mission de service public. Donc là, en droit, normalement, on ne parle même pas de laïcité, puisque l'administration publique n'est pas représentée. Donc, dans cet espace social du travail, la liberté de manifester des convictions est garantie. La liberté, de manière générale, reste la règle, mais il y a quand même de nombreuses réserves. Respect des règles de sécurité, de sûreté, d'hygiène, de propreté, respect des intérêts économiques de l'entreprise, aptitude à sa mission, bonne marche de l'entreprise, etc., etc. Donc, en gros, dans cet espace, la règle, c'est la liberté, mais dans les faits, hein, on peut encadrer, voire même parfois interdire toute manifestation d'une appartenance religieuse, mais uniquement si c'est fondé sur des critères objectifs, si c'est justifié et proportionné au but recherché. Ça ne peut pas être de l'ordre du ressenti. On y reviendra si vous voulez. Et puis le dernier espace, c'est l'espace partagé, commun à toutes et tous, public au sens très large, l'agora. C'est celui en fait de la voirie publique, la place, la rue, les jardins publics, la plage. Et évidemment, dans cet espace, il n'y a pas de police de la pensée. Chacun est libre d'exprimer ses opinions, de les manifester éventuellement par des signes extérieurs. Dès lors, là encore, qui ne trouble pas l'ordre public, c'est toujours cet article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et donc, on le sait bien, dans cet espace, les manifestations politiques ou syndicales sont possibles. Pareil pour les manifestations religieuses. Il y a d'ailleurs plus de processions ces dernières années qu'il y en avait il y a une dizaine d'années. Tout cela est possible, mais évidemment, c'est encadré par les pouvoirs de police du maire ou du préfet. Et donc, une prière de rue, qu'elle soit musulmane ou catholique, comme dernièrement lors de la pandémie, si elle n'est pas déclarée suffisamment à l'avance, elle peut être interdite si elle empêche toute circulation, par exemple. Donc, on vient de le voir, les règles qui découlent du principe de laïcité et qui concernent l'expression des convictions, elles ne s'appliquent pas de la même façon selon l'espace concerné et surtout selon le statut professionnel que l'on a. Et là, on sait bien que tous les agents publics et tous ceux qui exercent une mission de service public au sens large, même s'ils sont de droit privé, s'ils exercent une mission de service public, tout cela ne représente pas leur individualité. Ils représentent l'État, l'administration publique, entité abstraite très large, entité qui se doit de servir tout le monde de la même façon, de manière égalitaire. Et donc, on est en charge d'un service public, effectivement, on est soumis à la neutralité dans le comportement, mais aussi dans l'apparence, puisqu'on ne représente pas son individualité, mais cette entité abstraite qu'est l'administration publique. Et d'ailleurs, la neutralité, elle n'est pas que religieuse, on le sait bien, elle est aussi, dans ce cas-là, politique, philosophique ou syndicale, à l'exception évidemment des représentants syndicaux lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction syndicale. Cette laïcité qu'on a rappelée,
elle n'est pas forcément très courante dans le monde, sauf qu'à l'inverse de ce qu'on raconte aussi souvent, mais ça c'est parce qu'on est très chauvin en France, c'est pas une exception française. Il y a d'autres États qui sont laïques, avec une laïcité d'ailleurs qui parfois est très proche de la nôtre, voire équivalente. Puis il y a d'autres États qui sont laïques, avec des pratiques très différentes, même si la laïcité en droit est a priori la même. Et puis il y a des États qui sont laïques, mais là qui ont un autre type de laïcité, avec même en droit de vraies distinctions. Donc, on pourra revenir là-dessus si vous le voulez. Hein. Ça peut être très intéressant de prendre du recul sur ces différents modèles de laïcité dans le monde, sachant donc que la France n'est pas une exception, et même en termes de passé, je veux dire, il y a des pays qui ont été définitivement laïques avant la France. En tout cas, quand on fait un parcours de toutes ces laïcités dans le monde, il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que, outre que chaque pays a sa singularité évidemment, c'est que pluralité et laïcité vont nécessairement de pair. C'est vraiment quelque chose qui est pensé pour assurer le faire ensemble, plus que le vivre ensemble, hein, le faire ensemble dans une société plurielle. Et pourtant, et j'en parlais tout à l'heure, force est de constater que depuis pas mal d'années, se développent dans le débat public en France des prises de position au nom de la laïcité qui diffèrent très largement de celles qui étaient traditionnellement portées par le mouvement laïque durant de très nombreuses années, des prises de position nouvelles qui s'éloignent du droit de la laïcité et qui n'acceptent plus que pluralité et laïcité aillent de pair. Alors, quand je parle de mouvement laïque, j'entends les partisans de la laïcité en tant que principe, comme je l'ai défini, principe juridique et politique, un mouvement laïque qui s'est posé comme défenseur de la stricte séparation entre, d'une part, ce qui relève de l'État et du pouvoir en place, et d'autre part, ce qui relève de l'autonomie individuelle ou des associations. Donc, pour faire simple, les mouvements religieux ou de courant de pensée n'ont pas à dicter la loi ni à interférer dans l'exercice d'une mission de service public, et inversement, ni l'administration publique ni l'autorité politique au pouvoir n'a à imposer une quelconque façon de penser ou de croire ou à instrumentaliser la religion à des fins politiciennes. De façon plus spécifique, et pour armer la raison des futurs citoyens, ce mouvement laïque, qui donc a toujours porté des mouvements comme la Ligue de l'enseignement ou les libres penseurs, a toujours soutenu l'école publique, notamment face au large subventionnement de l'enseignement privé confessionnel sous contrat d'association avec l'État depuis les années 1950. Dans ceux qui ont porté la laïcité et ce mouvement laïque, j'oublie aussi bien sûr la Ligue des droits de l'homme, mais j'en oublie encore d'autres. De façon plus générale, le mouvement laïque, il s'est aussi posé en défenseur de la réalisation effective de la pleine laïcité par le traitement de la question sociale. Et là, ça nous renvoie à ce que disait Jaurès, notamment lors des débats parlementaires de 1904, en amont de l'adoption de la loi de 1905. Propos qu'on pourrait simplifier par la formule un peu connue, qui est de dire la République doit être laïque et sociale, mais elle ne sera laïque que si elle devient sociale. Et qui, à mon sens, sont très justes, on y reviendra, je pense. Sauf que depuis la fin des années 80, et encore plus particulièrement depuis les années 2010, les marqueurs publics et médiatiques de la laïcité ne sont factuellement plus ceux-là, en s'éloignant progressivement, factuellement, et de plus en plus couramment, de sa définition juridique. Donc, lorsque ce grand principe est l'occasion de débats publics, généralement, ça n'est plus pour parler de mixité sociale, d'interaction socio-culturelle et convictionnelle à renforcer, de financement public à verser en premier lieu à l'école publique, de subventionnement public à proscrire pour toute activité religieuse, d'offres de services publics laïques, notamment scolaires, assurées partout pour tous sur le territoire, pour éviter notamment que ne se développent que des offres confessionnelles, d'exigences de neutralité de l'État afin de refuser tout privilège à une tradition religieuse, etc., etc. En fait, souvent, maintenant, quand tu évoqué la laïcité, c'est plutôt pour parler d'un sujet finalement très imprécis, qui est celui de l'identité. Et par exemple, ça va être pour parler d'expressions religieuses individuelles et minoritaires qui seraient soi-disant forcément à systématiquement proscrire dans un espace collectif, de menus uniques qu'il faudrait soi-disant imposer à la cantine scolaire, de traditions religieuses dites majoritaires qui seraient soi-disant à favoriser par une administration locale carrément, d'une identité dite, là encore majoritaire, qui serait soi-disant à défendre contre toutes celles jugées minoritaires, etc., etc. Cette évolution, elle s'est constatée évidemment d'abord dans un contexte d'opposition grandissante à l'immigration dans une société en crise économique, crise sociale, crise écologique, crise d'identité dans la mondialisation, crise sanitaire, mais aussi dans un contexte plus large de polarisation de la société.
puisqu'effectivement, on a une partie de la population croissante encore aujourd'hui qui s'éloigne du religieux. Donc, le phénomène de sécularisation continue. Puis, on a une autre partie de la population au sein de divers courants religieux qui, au contraire, va réactiver ses appartenances identitaires, y compris de façon visible et publique. Alors, finalement, ce n'est pas un retour à la religion en ce sens où il y a toujours la sécularisation qui continue, toujours plus de monde qui s'éloigne du religieux, mais il y a un recours à la religion en revanche. Il y a un recours qui peut l'être comme valeur refuge chez beaucoup de nos concitoyens, soit parce qu'en situation de fragilité économique, sociale, psychologique, soit en réaction à l'échec des idéologies séculières, c'est-à-dire le capitalisme, le libéralisme, le communisme, le nationalisme, le socialisme, etc. Soit en réaction à la sécularisation, soit encore en réaction à la visibilité accrue de certaines autres religions. Donc là, il y a une concurrence parfois entre religions. Et puis sinon, tout simplement, bien sûr, ça peut être le fait de simplement assumer publiquement sa foi, ce qui est sur le coup évidemment possible dans un régime laïque. Mais enfin, ces contextes créent de fortes tensions. Et dans le débat public, on le voit, elles sont particulièrement portées sur l'islam. Et là, pour plein de choses, pour plein de raisons. D'abord, en raison des confusions pour le moins dommageables qui sont faites entre la pratique générale de l'islam, qui ne pose pas de difficultés particulières, et les attentats islamistes, qui, eux, suscitent évidemment une inquiétude totalement légitime et à laquelle il faut répondre, mais au bon niveau. Ensuite, en raison de conflits au Proche-Orient qui sont parfois importés, en raison aussi d'une insuffisante mixité sociale et socioculturelle qui conduit à des replis sur soi entre populations qui ne se connaissent plus vraiment, entraînant des ressentiments qui se développent de part et d'autre, en raison également d'une concentration d'une partie de la population de confession musulmane dans des quartiers dits ségrégés ou dans des catégories socio-professionnelles fragiles, en raison également de notre passé conflictuel avec l'ancienne colonie ou protectorat qui reste, quoi qu'on en pense, très présent dans l'inconscient collectif, en raison mais aussi de conflits de structuration du culte musulman entre pays dits d'origine, Algérie, Maroc, Turquie, et qui souhaitent maintenir une influence sur ce qu'ils considèrent comme leur diaspora, et parfois même le faire en opposition avec les nouvelles générations de Français de confession musulmane. Et puis enfin, en raison d'une exacerbation religieuse qui peut poser des difficultés vraiment là, et qui est revendiquée par certains groupes minoritaires qui sont souvent influencés par une ingérence étrangère, généralement issue des pays du Golfe ou de façon différente parfois de Turquie. Sans que là, sur le coup, les autorités aient beaucoup fait face à ces pays, en particulier du Golfe. On y reviendra si vous voulez. Par ailleurs, au-delà du seul islam, on constate une expression plus visible de la religion, c'est en fait certains croyants de toutes les religions désormais, avec des replis rigoristes ou conservateurs qui sont désormais très courants dans pas mal de courants religieux. On peut évoquer les courants Lubavitch, qui étaient très étrangers au judaïsme français jusqu'à la fin des années 90 et qui désormais est assez présent, très présent même. On pourrait évoquer les courants traditionnalistes dans le catholicisme, et en particulier chez de jeunes membres du clergé, ou on pourrait aussi évoquer certains courants du protestantisme évangélique qui regroupe beaucoup de courants très différents et qui par ailleurs est le courant le plus en expansion aujourd'hui en France, comme vous le savez, puisqu'il y a à peu près un temple protestant évangélique qui s'ouvre tous les 10 jours en France. Donc effectivement, on le voit, il y a une forte opposition entre celles et ceux qui se sont éloignés de la religion et celles et ceux qui réaffirment une identité religieuse. Donc, il y a des difficultés, il y a des problématiques qui sont palpables, qui sont identifiables. Pour autant, ce n'est pas généralisable, d'autant que les atteintes à la laïcité sont souvent confondues avec des atteintes bien plus larges aux exigences minimales de la vie en société. Par exemple, les atteintes à l'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, les atteintes à la dignité humaine. Ce ne sont pas des atteintes à la laïcité, mais souvent, dans le débat, elles sont confondues. Alors même parfois, carrément, les atteintes à la laïcité sont carrément confondues avec des actes terroristes qui sont d'une extrême gravité, j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui renvoient à une multitude de champs, évidemment, et sur lesquels les pouvoirs publics ont bien sûr le devoir d'agir, mais en distinguant bien les choses. Si on revient plus précisément sur les seules atteintes à la laïcité, évidemment, il est nécessaire de les prévenir en amont, et pour ça, c'est un meilleur accompagnement, c'est plus de formation des encadrants, des praticiens de la laïcité, plus de pédagogie de manière générale. L'Observatoire de la laïcité avait fait tout un tas d'outils là-dessus qui heureusement sont encore accessibles, pour la plupart d'entre eux en tout cas, parce qu'ils sont importants, des outils qui rappelaient la posture à adopter, mais aussi quelle pratique face à tel ou tel cas concret.
Donc, le secteur privé, j'en parle pas vraiment, je le mets de côté, hein, j'en ai évoqué tout à l'heure, mais c'est pas directement de la laïcité, c'est de la gestion des faits religieux. Juste rappeler que là, euh, toute, euh, toute contrainte, tout encadrement de la manifestation d'un fait religieux doit se faire sur des critères objectifs, justifiés, proportionnés. Parce que sinon, ça pourrait être de l'ordre, si on sanctionne une simple apparence alors que la mission de la salariée ou du salarié est parfaitement remplie, ben, ça relèverait de la discrimination. Donc, il faut qu'il y ait des critères vraiment objectifs pour un encadrement et une restriction de la liberté de manifester ses convictions. Après, donc, de manière plus large, que ce soit d'ailleurs les acteurs du secteur privé ou ceux qui exercent une mission de service public, il faut bien comprendre qu'il y a deux attitudes à éviter. Il ne faut pas tout autoriser parce que ça peut favoriser des droits distincts et des replis. Il ne faut pas non plus tout interdire parce que ça peut générer de nouvelles discriminations et des provocations en réaction. Et là, le juste équilibre, ce n'est pas de répondre à un intérêt particulier, mais c'est toujours d'offrir une réponse d'intérêt général. Ça, c'est le parfait équilibre laïque. L'exemple évocateur, c'est la restauration scolaire, qui vient aussi souvent dans le débat public. Même si maintenant, ça viendra peut-être un peu moins souvent, puisque le Conseil d'État a rappelé la règle, et c'est très bien. Ben, la meilleure des solutions dans une approche laïque, pour ce qui concerne la restauration scolaire, c'est l'offre de choix, à savoir l'offre de repas avec et sans viande. Il n'y a pas de nourriture confessionnelle, évidemment, puisqu'on est dans un service public laïque, l'école publique, qui est donc séparée des religions. Mais il y a une offre de choix avec et sans viande, parce que c'est une offre qui va permettre à tout le monde de manger ensemble sans assigner quiconque à une quelconque identité, puisque les raisons de manger de la viande ou ne pas manger de la viande sont multiples. Ça peut être effectivement parce qu'on est croyant, musulman, juif, hindouiste, mais ça peut être parce qu'on est végétarien, qu'on n'a pas envie de viande ce jour-là parce qu'on a trop mangé la veille, etc. Les raisons sont très nombreuses. Et ce qui est important, c'est donc au-delà que cette offre n'assigne personne à une quelconque identité, ce qui est important, c'est bien sûr que les élèves mangent aux mêmes tables, quel que soit leur choix de menu. Il faut préserver le repas en commun. Un autre exemple d'actualité, qu'a fait l'actualité, c'est les tenues couvrantes dans les écoles. Comment on aborde ça? Ben, une robe qui pourrait peut-être s'apparenter à une abaya ou une jupe longue avec un bandana, bah, en soi, ce ne sont pas des signes religieux. Il y a une hésitation d'ailleurs, donc c'est par définition pas ostensible, donc ce n'est pas interdit en soi par la loi de 2004. En revanche, si effectivement les élèves qui portent cela les portent tous les jours et refusent du coup de porter des tenues adaptées pour suivre des cours de travaux pratiques ou pour suivre des cours de sport, par exemple, et là c'est un problème, parce que du coup, ils réaffirment une appartenance en portant toujours la même tenue, et effectivement, ils refusent de participer à certains cours. Donc là, en effet, la loi 2004 leur est applicable. Il y a une manifestation ostensible du fait qu'on ne change pas de tenue et qu'on refuse certains cours d'une appartenance. Et effectivement, donc là, on peut le sanctionner après, évidemment, une phase de dialogue. Après, on pourrait parler d'autres exemples. Par exemple, si une auxiliaire de vie refuse d'apporter certains aliments comme du porc à la personne dont elle a la charge du suivi, bah, effectivement, là, sur le coup, elle peut être sanctionnée puisqu'il s'agit d'une de ses obligations contractuelles qu'elle se doit de respecter. Évidemment que cette auxiliaire de vie, on ne va pas lui demander de manger du porc. Elle ne le souhaite pas parce qu'elle est par ailleurs de confession juive ou musulmane, mais on va simplement lui rappeler que sa mission, c'est d'apporter le repas à la personne dont elle a la charge du suivi et donc elle doit être apte à sa mission. Autre exemple dans le secteur médical et qui, vous le savez, est un exemple qui est malheureusement très courant et plus qu'on ne le pense et qui n'est peut-être pas assez traité dans le débat public, c'est si un médecin qui ne souhaite pas procéder à une interruption volontaire de grossesse, un IVG, une IVG. Vous le savez, il a une clause de conscience jusqu'à présent et il peut ne pas le faire. Mais il ne doit pas, dans ces cas-là, dire pourquoi il ne le fait pas. Il ne doit pas faire de prosélytisme envers la patiente. Et la loi lui impose qu'il informe sans délai la patiente que tel ou tel autre praticien pourront assurer cet acte. Et donc, il faut tout de suite lui communiquer les contacts d'un autre praticien qui feront cet acte. Ça, le problème, c'est que ce n'est pas toujours le cas et on a de vraies difficultés là-dessus. Un dernier exemple concernant les élus. Il y a beaucoup de confusion aussi sur les élus. Lorsque des élus représentent directement une administration publique, par exemple, lors d'une cérémonie religieuse, un maire vient pour le décès d'un fonctionnaire municipal,
il y est pour représenter la municipalité, l'administration municipale, alors, dans ce cas-là, il se doit d'être astreint à la neutralité. Il ne pourra pas, s'il est dans une église, se signer ou communier, par exemple, parce que là, il représente l'administration municipale. Si en revanche, l'élu s'exprime dans le cadre d'un débat, d'une campagne électorale ou autre, là, il fait ce qu'il veut, il peut exprimer toutes ses opinions, y compris religieuses. Par définition, un élu n'est pas neutre puisqu'on l'élit pour des convictions politiques, donc il n'est pas neutre et il a le droit, en effet, de porter des convictions. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les dernières présidentielles, vous aviez certains candidats qui revendiquaient des croyances, des convictions. Après, c'est aux électeurs de voter en connaissance de cause. En revanche, je le répète, si l'élu représente l'administration publique ou s'il exerce une mission de service public, là, il est soumis à la neutralité. Par exemple, quand un maire officie pour une cérémonie de mariage, là, il devient officier d'état civil, il exerce une mission de service public, et donc là, pendant cette cérémonie, il se doit d'être neutre. J'évoquerai maintenant rapidement les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, mais là, vous le savez, ce n'est pas directement lié à la laïcité, je le disais tout à l'heure. En 1905, il n'y avait pas encore le droit de vote des femmes, les femmes et les hommes n'étaient pas du tout sur le même pied d'égalité. Il y avait même des gens qui se disaient très laïcs qui refusaient ce droit de vote des femmes, comme Émile Combes par exemple, mais qui ne portaient d'ailleurs pas le même projet de séparation que celui d'Aristide Briand qui l'a emporté. En revanche, il peut y avoir des connexions, par exemple, lorsque vous avez un agent public qui revendique une appartenance religieuse pour refuser une égalité et pour justifier soi-disant une attitude discriminante vis-à-vis d'une femme. Donc là, les réponses, elles sont très claires. Il n'est pas question d'autoriser sous aucun prétexte, qu'il soit religieux ou autre, une quelconque inégalité. Évidemment, le droit commun l'emporte évidemment sur toute éventuelle interprétation religieuse dans laquelle on n'a pas à rentrer. Donc si un employé, qu'il exerce une mission de service public ou non, refuse de se conformer à l'autorité de sa responsable hiérarchique parce que c'est une femme, il s'agit évidemment d'une insubordination qui est passible d'une sanction. Voilà, donc sur toutes ces questions, et peut-être sur les plus sensibles, je crois qu'il faut savoir garder en tout cas la tête froide, appliquer le droit, rien que le droit et tout le droit. Et puis ce qu'il faut rappeler, c'est que dans un état de droit, on n'interdit pas tout ce qui peut nous déplaire individuellement. Même si ça peut être l'occasion de débat avec les premiers ou les premières concernés, on n'interdit pas tout ce qui nous déplaît individuellement. Dans un état de droit, on interdit tout ce qui trouble objectivement l'ordre public et tout ce qui est imposé à autrui contre son gré et en dehors du cadre légal. Et puis garder aussi en tête que dans la posture de chacun, la laïcité, ça doit rester un outil d'émancipation et de rassemblement, évidemment. Quand on entend parler de laïcité pour stigmatiser ou diviser, c'est absurde. La laïcité, par définition, ne peut pas diviser, elle ne peut que rassembler. Et puis en parallèle de tout cela, pour faire vivre la pleine laïcité, je pense vraiment important de rappeler combien il est important de lier à la question sociale. On ne peut pas être dans une parfaite... Enfin, la laïcité ne peut pas être pleine et effective si, par exemple, on ne renforce pas considérablement la mixité sociale dans l'habitat, à l'école et partout. Parce que si les publics ne sont pas divers, si on ne se mélange pas, si on n'est pas dans une vraie pluralité, ce n'est pas de la laïcité, puisque là, on a des communautés qui se reforment les unes à côté des autres. Donc, il faut absolument mélanger les publics beaucoup plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. On a un vrai problème de mixité sociale dans notre pays. Après, je crois qu'il est aussi très important, c'est un des enjeux majeurs aussi aujourd'hui, outre la mixité sociale, c'est de rappeler que tous les jeunes français doivent d'abord se sentir et s'affirmer citoyens français. Et donc, il faut qu'ils se sentent perçus comme citoyens français. Et là, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas, notamment vis-à-vis des jeunes d'origine des Outre-mer, maghrébines, subsahariennes, asiatiques. Clairement, on constate qu'il n'y a pas toujours un sentiment d'appartenance, qu'il y a le vous et nous. Ça, c'est une catastrophe. Il faut évidemment travailler là-dessus. Et ce sentiment d'appartenance, il passe notamment par l'éducation nationale, mais beaucoup plus largement, il passe par la nécessaire diversité des mémoires partout. Et notre pays est encore présent sur 5 continents. Il a été encore plus présent dans le passé, on le sait bien. C'est comme ça. Mais en tout cas, donc, son histoire, de fait, elle est empreinte d'une multitude de cultures créoles, de cultures africaines, de cultures asiatiques, maghrébines, etc. Et pourtant, vous avez très peu de jeunes qui connaissent des personnalités auxquelles ils peuvent s'identifier, qui pourtant sont des personnalités qui ont participé très largement à l'histoire de notre pays, mais qui ne sont pas suffisamment enseignées, suffisamment connues. On pourrait parler, moi je cite souvent l'émir Abdelkader, bien sûr, mais on pourrait aussi parler de Jeanne Nardal, de Deo Vantry, de Solange Faladé, de Sédar Senghor,
quand même le plus connu, de Sanité Belaïr, de Henri Sidan Baron, etc. Des Français d'origine totalement différentes, géographiques, de confessions et de convictions totalement différentes, mais qui ont toutes participé à notre histoire commune et qui ont d'ailleurs toutes été décorées par notre pays. Et ça nous rappelle que la loi du 9 décembre 1905, qu'on célèbre aujourd'hui, c'est une loi qui a ancré la République dans la filiation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui donc ne fait plus de différence, de distinction entre ces citoyens, ne sépare aucune majorité supposée de différentes minorités, notamment confessionnelles ou convictionnelles. Il n'y a et il ne doit y avoir que des Françaises et des Français à égalité de droits et de devoirs, quelle que soit leur appartenance propre. Et quand on dit cela, on ne nie évidemment pas notre histoire et les influences plus ou moins fortes qui l'ont traversée, mais bien au contraire, je crois qu'on en tire les leçons pour ne pas faire de notre diversité factuelle une source de division violente, mais au contraire, pour en faire une richesse et ainsi pour faire nation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ce brillant exposé très clair, très net. J'espère qu'il y a une multitude de questions qui vont surgir chez chacun d'entre vous. Donc, la parole vous est ouverte pour un échange direct avec Nicolas. Oui, la loi séparatisme donc, du 24 août 2021, qui est une date d'ailleurs, 24 août, un peu pas forcément la plus heureuse pour faire une loi sur la laïcité, puisque ça correspond pour certains Français, ceux de confession protestante, à la Saint-Barthélemy. C'est particulier. Et ben, cette loi, effectivement, elle pose question sur certains sujets, puisqu'effectivement, elle contraint un certain nombre d'associations, alors les associations cultuelles pour certains aspects, et puis les associations loi 1901 pour d'autres aspects, notamment avec le contrat d'engagement républicain, qui lui-même est problématique parce que l'écriture de certains de ces engagements est très imprécise et très large, et pourrait ouvrir la voie à des appréciations de préfets très extensives, pouvant donc limiter la liberté associative. On pense donc au respect des symboles de la République. Qu'est-ce que ça veut dire, le respect des symboles de la République? Comment, de quelle manière? Il y a tout un tas d'engagements de cet ordre qui posent question. Heureusement, là, j'ai constaté, alors vous l'avez peut-être pas encore vu, qu'il y a eu des circulaires qui ont été diffusées qui, quand même, parce qu'elles sont faites et rédigées par des fonctionnaires qui sont peut-être un peu plus prudents, rappellent la nécessité de rester sur des critères très objectifs et sont censés limiter un certain excès de zèle de la part de certains préfets. Comme on l'a vu d'ailleurs pour une association écologique, vous le savez, dans l'ouest de la France dernièrement. Mais effectivement, il faut rester très prudent à ce qui va être, à quelles vont être les décisions des autorités administratives, des autorités administratives, des préfectures, dans les mois et dans les années à venir, suite à cette loi qui ne doit pas mettre en cause la liberté associative, mais qui ouvre la brèche, enfin qui clairement crée une brèche, ouvre la porte à une atteinte claire aux libertés associatives. Donc, je ne peux pas trop vous dire ce qu'il en sera, parce qu'on verra bien comment elle s'applique et quelles seront les décisions de justice s'il y a des contentieux. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, cette loi est dans sa rédaction beaucoup trop imprécise. Le Conseil d'État l'avait relevé, l'Observatoire de la laïcité l'avait relevé, puisqu'on existait encore à ce moment-là. Mais nos avis n'avaient pas été pris en compte. Il y a certaines propositions de l'Observatoire qui avaient été prises en compte sur des aspects purement techniques, mais sur ces inquiétudes-là, tel n'a pas été le cas, puisque clairement, il y avait une volonté politique de marquer, comment dirais-je, de marquer une autorité ferme, une fermeté vis-à-vis des associations. Voilà, et fermeté qui se traduit en effet par des libertés qui risquent d'être mises à mal. Et une main, si je ne me trompe pas, une large appréciation qui est donnée au préfet sur les situations. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça, ce que j'expliquais, ouais, c'est que c'est une loi qui donne sans doute trop de marge d'appréciation au préfet du fait d'articles dont la rédaction est assez imprécise. Donc là, comme je vous le disais, les circulaires qui ont été rédigées par les services
sont quand même un peu plus précises et c'est plutôt heureux. Mais à suivre comment cela sera appliqué concrètement par les préfets et quelles seront les décisions de justice s'il y a contentieux. Alors, il y a d'autres. Alors là, si on parle des régimes laïques, pour aller vite, vous avez des États qui sont laïques, mais dont la pratique est très différente. C'est-à-dire que dans les textes, c'est la même laïcité que chez nous. Par exemple, dans les pays subsahariens, ils sont tous laïques dans leur constitution. Dans la pratique, tel n'est pas forcément le cas, puisque la religiosité est très forte. Ce sont des pays laïques en droit, mais pas du tout sécularisés. La religiosité étant très forte au sein de la population, de fait, l'influence religieuse est considérable, et donc du coup, les textes ne sont pas forcément appliqués comme nous, on les appliquerait, évidemment. Même si, effectivement, il y a un État qui est neutre, qui n'a pas de religion d'État, ça s'est établi, et qui effectivement, parle avec toutes les confessions et non-confessions de manière à peu près égalitaire. Mais enfin, quand même, quand vous avez une religiosité considérable, vous avez une influence des religions les plus installées qui est notable. C'est le cas dans ces pays, même si le Sénégal va plus se rapprocher de nous que le Mali, par exemple. C'est très variable. Ensuite, vous avez des États comme l'Uruguay, l'Équateur, le Mexique ou l'Albanie, qui sur le coup ont des régimes laïques très proches de nous et qui sont différents. Le Mexique a une majorité de sa population plutôt chrétienne. En Uruguay, vous avez beaucoup maintenant c'est très sécularisé, vous avez beaucoup d'athées ou d'indifférents. En Albanie, vous avez une majorité de la population qui est musulmane. Ces différents pays, sur le coup, ont adopté des régimes laïques très proches du nôtre, avec quand même ces pays qui sont quand même souvent assez sécularisés, avec donc ce point commun qui fait que, à la fois en théorie et en pratique, on est sur quelque chose de quasiment équivalent. Après, vous avez les États-Unis. Ça, c'est un exemple important parce que dans les médias, on entend souvent dire que les États-Unis, c'est la même chose que l'Angleterre, que le Royaume-Uni, et que c'est un modèle anglo-saxon. C'est totalement faux. Les États-Unis sont très différents du Royaume-Uni sur cet aspect-là. Les États-Unis, on l'oublie, mais c'est un pays très paradoxal. C'est-à-dire que c'est un pays qui est laïque dans les textes, comme nous. Le principe de séparation, le mur de séparation, si on reprend Thomas Jefferson, ou même Roger Williams dès 1637, le mur de séparation, lui, il est inscrit dans le premier amendement de la Constitution américaine en 1791. Donc la séparation, elle est actée aux États-Unis depuis avant la France. La première séparation française, elle date de 1795, avec le décret de François-Antoine de Boissy-D'Anglas, quasiment pas mis en application. La vraie séparation française, elle date de 1905, donc elle est beaucoup plus tardive. Donc, séparation. Par exemple, aux États-Unis, alors ça va peut-être changer, parce que les juges à la Cour suprême ont totalement changé depuis les nouvelles nominations de Donald Trump. Et donc maintenant, on a des juges très conservateurs et religieux souvent. Mais jusqu'à présent, aux États-Unis, c'est impossible de subventionner une école confessionnelle. C'est pas possible. En France, on le fait très largement, depuis les lois Marie et Barranger et la loi Debré, etc. Du fait du principe de séparation, aux États-Unis, ce n'est pas possible. De même, on a un système à peu près équivalent à la France sur les grandes croix les symboles religieux dans l'espace public, qui sont également interdits, sauf exception, aux États-Unis. Donc, c'est assez proche de ce que nous, on fait. En revanche, alors après, oui, il y a aussi même des fonctionnaires, pas beaucoup moins que nous, parce que maintenant, il y a une acceptation du fait de la religiosité, je vais en parler, beaucoup plus forte de la visibilité religieuse, mais il y a aussi quelques fonctionnaires américains qui sont soumis à une stricte neutralité d'apparence, comme les juges ou les agents fédéraux, par exemple. Mais néanmoins, la grande différence, c'est qu'effectivement, les États-Unis, c'est peut-être un État laïque dans les textes, mais c'est un État pas du tout sécularisé, là encore, où la religiosité est très importante, la religion a une place prépondérante. Il est donc quasiment impossible d'être élu président si on n'est pas croyant, par exemple, et donc les politiques parlent sans cesse de religion. Alors les élus, comme on l'a vu tout à l'heure, a priori, ils ont le droit, ils peuvent. Mais néanmoins, ça a une influence, évidemment, sur les politiques publiques. Et c'est même cette forte religiosité qui a fini par aboutir à ce que la devise américaine, qui au départ n'était pas du tout religieuse, puisque la devise américaine historique reste une devise latine qui est très proche de celle de la devise de l'Union européenne, en gros unie dans la diversité. Mais il y a une nouvelle devise qui s'est imposée dans les années 50, qui est sur les billets de banque et qui est In God We Trust, qui sur le coup est religieuse, ou en tout cas a une référence religieuse. Je dis en tout cas parce que même cette devise, pour la Cour suprême, elle n'est pas vue comme une devise marquant directement une adhésion à la croyance en Dieu, mais plus
ça renvoie plus au fait que le peuple américain serait forcément un peuple béni et a une croyance très large et abstraite. En gros, le peuple américain est croyant, croit en lui, en fait. C'est un peu particulier. Mais on le sait, il y a cette notion de croyance en peuple béni très présente dans le peuple américain. Et puis ensuite, ça s'est imposé aussi dans une période de guerre froide contre l'athéisme du soviétisme. Donc c'est un peu particulier. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, la seule devise que vous voyez sur les documents officiels américains ou sur le sceau du président de la République, président américain par exemple, c'est la devise latine qui, elle, n'a aucune connotation religieuse. Pareil pour la prestation de serment d'un président, il prête serment sur la Bible souvent, mais il le fait par pur mimétisme depuis George Washington. En réalité, il fait ce qu'il veut, et il y a des présidents américains qui ont prêté serment sur des textes juridiques, voire sur aucun texte. Ça, ils font ce qu'ils veulent. Pareil, dans les procès, vous devez prêter serment, mais vous pouvez prêter serment sur le texte que vous voulez. Voilà, ça c'est pour rappeler qu'en fait, aux États-Unis, c'est pas si éloigné qu'on le pense. C'est-à-dire qu'en droit, c'est très proche de nous, mais en pratique, là encore, c'est très différent parce que, là encore, c'est un pays qui n'est pas du tout sécularisé comme on l'est. La France, c'est un État et c'est un pays. C'est un pays sécularisé et c'est un État laïque. Les États-Unis, c'est un État laïque, mais ce n'est pas un pays sécularisé. Après, le Royaume-Uni, c'est très différent. Au Royaume-Uni, là, sur le coup, vous pouvez avoir des arbitrages sur des affaires familiales, par exemple, d'ordre privé. Et donc, ils vont valoir décision de justice. Et donc, ça va être des arbitrages qui vont se fonder sur des communautés d'appartenance, sur des religions, sur ce que vous voulez. C'est impossible, évidemment, dans notre régime républicain laïque, dans lequel la loi commune est la même pour tout le monde. Voilà, donc là, il faut bien le rappeler également. C'est très différent. Même au sein du Royaume-Uni, vous avez des distinctions. Le Pays de Galles et l'Écosse, c'est séparé, leur administration se sont séparées de toute église d'État. Alors que l'Angleterre a toujours une église d'État dont est chef le roi, c'est l'église anglicane, évidemment. Voilà, et puis après, vous avez les autres systèmes qui généralement sont des systèmes dits collaboratifs, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un État qui est neutre, mais qui va rester lié aux principaux cultes, qui va reconnaître les principaux cultes présents dans son pays et qui va les subventionner de manière plus ou moins directe. Donc ça, c'est le système le plus commun dans le monde, qu'on retrouve dans des pays très différents, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Indonésie, qui est le pays qui compte le plus de musulmans au monde, etc. C'est un système qu'on retrouve un peu partout. Après, il y a des pays qui ont été laïques et qui, à mon sens, ne le sont plus. L'Inde, par exemple, qui est un État laïque, ne l'est plus vraiment, en particulier depuis les dernières lois du gouvernement ultranationaliste hindou qui maintenant, vous le savez, impose un critère religieux pour ceux qui veulent accéder nouvellement à la nationalité. Donc ça, c'est quand même très problématique. Enfin voilà, donc on pourrait longuement en parler. On pourrait aussi évoquer les systèmes qui sont encore des théocraties, l'Arabie Saoudite évidemment, après d'une manière un peu différente l'Iran avec la révolution, j'espère même qu'on connaît actuellement, même si c'est quand même très différent de l'Arabie Saoudite. Puis on pourrait évoquer dans le sens inverse les dictatures type Corée du Nord qui est là sur le coup discrimine voire persécute, ça dépend, ceux qui manifestent une religion. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'on avait l'Observatoire de la laïcité et c'est pour ça que qu'on a créé la Vigie, c'est justement pour répondre à des questions d'ordre pratique sur lesquelles les acteurs de terrain ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire, quel est le droit en vigueur, si on peut faire si on peut faire ci, si on peut faire ça, si on peut accepter ci, si on peut accepter ça. En fait, les réponses, elles existent sur toutes ces problématiques-là. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il ne faut pas hésiter à nous saisir pour qu'on vous apporte ces réponses d'ordre juridique. Ce qu'il faut retenir, pour faire très simple, c'est que de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on exerce une mission de service public, ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne représente pas son individualité, on représente l'administration publique. L'administration publique, elle ne peut être que neutre et impartiale. On représente une entité neutre et impartiale, donc on est neutre nous-mêmes. Voilà. Quand on n'exerce pas de mission de service public, là c'est différent. C'est la liberté qui prévaut, même s'il peut y avoir des encadrements qui vont être, dans ce cas, justifiés par des critères objectifs d'intérêt économique ou d'objet social de l'association ou critères de sécurité, de sûreté, etc. Typiquement, vous êtes sur un chantier,
vous avez un sikh, je dis ça parce que ça a été jugé, hein, vous avez un sikh qui refuse de mettre un casque, bah, c'est pas possible, il doit mettre un casque, il n'y a pas le choix. Donc, je le disais tout à l'heure, par exemple aussi, c'était l'exemple que je vous ai cité était jugé, une personne qui apporte un repas, c'est du porc à une personne dont elle a la charge du suivi, ben elle veut pas, mais elle doit le faire parce que c'est sa mission, elle est embauchée pour ça. Voilà, et on doit être apte à la mission. On ne peut pas mettre en avant sa religion pour finalement ne plus être apte à sa mission. C'est autre cas sujet, par exemple, un standardiste qui refusait de répondre le vendredi après-midi, il était de confession juive. Ben, ça ne va pas parce que évidemment il avait été embauché pour ça, donc il faut qu'il soit apte à sa mission, sinon effectivement il peut être sanctionné. Voilà, ça c'est le régime général, mais après quand on hésite, en particulier on peut hésiter par exemple sur est-ce qu'on exerce une mission de service public ou une mission d'intérêt général. La règle n'est pas la même, c'est sûr. Mission d'intérêt général, la liberté prévaut, mais avec donc un encadrement possible si c'est justifié objectivement. Mission de service public, neutralité quoi qu'il en soit, puisqu'on représente l'administration publique. Donc là, des fois, il y a des doutes, on ne sait pas bien si on exerce un service public ou une mission d'intérêt général. Ben, nous, on est là effectivement pour répondre à ce type d'interrogation. Donc, du coup, ça fait moins peur parce que j'ai donné une réponse dans ce sens-là. La difficulté, par contre, principale, c'était d'obtenir les textes de référence, puisqu'en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les affaires sont systématiquement jugées. Et il y a énormément de cas de jurisprudence. Et si je dois résumer un peu, c'est quand même un peu le bordel parfois pour se situer au niveau de la loi, d'autant que là, sur ce coup-là, la stagiaire, en fait, elle avait beaucoup de questions assez précises de type fourniture des repas, quel type de vêtements, donc du coup, j'ai un peu cherché. Mais au final, ça ne me fait pas de mal puisque ça me permet de me mettre à jour. La problématique, en fait, sur ça, c'est qu'on soit obligé constamment de se justifier. C'est un peu ça, quoi, maintenant. Chaque fois, il y a quelque chose, on ne nous dit pas, bon, bah, d'accord, ok, on ne fait pas. On nous dit, mais dites-nous pourquoi vous n'accepteriez pas si jamais je me présentais avec le problème, c'est que ça découle aussi du fait qu'il y a eu beaucoup de mauvaises applications de la laïcité, avec effectivement des applications qui, sur le coup, ont été parfois des applications discriminatoires. Et du coup, effectivement, il y a en réaction une défense, parfois même excessive, de peur d'une nouvelle discrimination et pour refuser ce type Parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas de cas sur le coup d'application de règles au nom de la laïcité qui sont imposées comme ça, sans justification et qui sont erronées. Là, je pourrais vous donner un exemple encore, on a été saisi, je crois que c'est hier, où vous avez, et c'est souvent le cas, hein, une mairie qui impose du porc à des enfants, voilà, à des élèves. Bon, au nom de la laïcité, c'est absurde. Pour aller jusqu'au bout de cette réflexion, si effectivement donc un animateur, une animatrice de centre de vacances venait effectivement avec, s'obliger, enfin porter le voile, est-ce que ça rentrerait effectivement, dans quel cadre cela rentrerait? Centre de vacances agréé, donc agrément effectivement jeunesse et sport. Voilà. Non, mais ça, quand vous êtes dans une mission d'intérêt général et pas de service public, c'est vos règles qui prévalent et effectivement, il est possible pour des animateurs d'avoir éventuellement un signe religieux dès lors qu'en revanche, il est tout à fait impartial dans son comportement et neutre dans son comportement vis-à-vis des jeunes et qu'il a ce qu'on appelle une juste distance vis-à-vis des jeunes. Mais après lui-même, effectivement, si vous n'avez qu'une mission d'intérêt général, c'est à vous de régler, de faire un règlement intérieur si vous voulez limiter davantage et contraindre davantage les libertés de chacun. Mais sinon, c'est la liberté qui va prévaloir. Quand en revanche, vous exercez une mission de service public, par exemple, dans une activité périscolaire dans le cadre de la loi Payon, là, que vous êtes mandaté par une ville pour assurer ces activités périscolaires, là, ce n'est pas possible parce que là, effectivement, vous représentez la municipalité, vous représentez l'autorité publique de la municipalité. Donc, en effet, vos encadrants associatifs qui représentent la mairie par délégation sont soumis de toute façon, sur le coup, à une stricte neutralité. Donc, ça vaut pour les accueils collectifs de mineurs de municipalités que l'on gère, ça vaut effectivement pour les centres de vacances. Chaque fois, effectivement, vous êtes en délégation et que vous représentez la municipalité. Oui, je lis cette question. D'ailleurs, il faut écrire laïque QUE, c'est invariable, hein, masculin, féminin, puisqu'en fait, c'est laïque avec C, c'est le non laïque, c'est la personne, vous savez, qui n'est pas religieux. Quand on parle
du cadre laïque, du principe de laïcité, c'est invariable, c'est L-A-I-Q-U-E. C'est pour ça qu'on dit l'État laïque, L-A-I-Q-U-E. Alors évidemment que ça dépend de quoi on parle. Ce qu'il faut bien dire, et c'est ce qui est souvent très mal dit dans les médias, c'est que la religion dépend de votre choix personnel. La religion dépend de votre choix personnel. Mais en revanche, la religion ne se limite pas à la sphère privée. Ça relève de votre sphère privée quelque part, oui, ça relève de votre choix et de votre sphère privée, mais ça ne se limite pas à la sphère privée. Elle peut s'exprimer dans l'espace public, évidemment. On ne va pas interdire aux gens dans la rue de porter un signe religieux. Ce serait complètement attentatoire à la laïcité qui, au contraire, va garantir à chacun leur liberté, puisque c'est quelque chose qui a été pensé, on l'a vu dans l'histoire, pour justement rétablir l'égalité entre tous les citoyens et citoyennes et ceux qui, justement, n'avaient pas le droit de penser autrement et de croire autrement s'ils croyaient. Donc, c'est bien cette distinction à faire, quoi. C'est un choix qui relève d'un choix personnel et de l'ordre privé, mais en revanche, son expression n'est pas cantonnée à l'espace privé ou à l'espace intime. Ça rejoint l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui rappelle que tout le monde est libre d'exprimer ses opinions, même religieuses, dit le texte, dans l'espace public. La seule limite, c'est le respect de l'ordre public, c'est donc de ne pas imposer à autrui sa propre croyance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de vêtements prosélytes. Parce que quand j'ai tenu mon exposé, je vous ai rappelé que ce qui est prosélyte, c'est le comportement. Le prosélytisme en droit, c'est un comportement. C'est-à-dire, c'est quand vous visez à susciter l'adhésion d'autrui à vos convictions. Le prosélytisme dans l'espace public, d'ailleurs, n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est le prosélytisme abusif. C'est quand vous contraignez autrui à adopter vos propres convictions ou croyances. Mais le prosélytisme, c'est un comportement actif. C'est des écrits, des slogans, par exemple. C'est des paroles, oui, adhérez à ceci, croyez en ceci, bon, voilà. C'est une gestuelle, l'organisation d'une prière collective avec parfois donc même vous contraignant à, ça c'est du prosélytisme. Mais le fait de porter un signe, c'est quelque chose de personnel. Vous portez un signe parce que vous y croyez et donc vous voulez marquer votre adhésion. Mais ça vous est personnel. Vous ne l'imposez pas à autrui et ce n'est pas accompagné d'un comportement qui vise autrui à adhérer à vos convictions. Si en revanche, effectivement, vous avez des paroles, des prises de parole ou des écrits qui visent à faire cela, c'est du prosélytisme. Et ce prosélytisme, il est plus ou moins encadré. Il y a des espaces où il est possible, d'autres où il ne l'est pas. Par exemple, vous ne pouvez pas, dans un service public, faire de prosélytisme parce qu'effectivement, le service public, il est là pour délivrer un service aux usagers et vous pourriez le perturber en faisant ça. En revanche, dans la rue, vous en avez vu, il y a parfois des stands, c'est souvent des protestants évangéliques ou sinon des témoins de Jéhovah qui ont leur stand et qui proposent des lectures bibliques, etc. Ça, c'est pas interdit, mais vous l'avez remarqué, uniquement s'ils restent passifs. C'est-à-dire que si vous allez vers eux et vous parlez avec eux, mais eux ne peuvent pas vous contraindre à prendre un tract ou à lire leur truc, sinon ils n'auront pas le droit d'être là. Voilà, c'est ça, le prosélytisme abusif ne leur sera pas autorisé. Seul le prosélytisme lambda peut leur être autorisé. C'est ça qu'il faut faire comme distinction. Mais après, pour ce qui concerne les vêtements, mais il n'y a pas de police vestimentaire avec la laïcité. Ça revient à ce que disait Aristide Briand, et qui s'opposait justement à toute police vestimentaire déjà en 1905, alors qu'il y avait énormément de tenues religieuses dans la rue, beaucoup plus de visibilité religieuse qu'aujourd'hui en réalité. Donc ça, non, il n'y a pas de police vestimentaire, évidemment. La seule limite, c'est quand vous dissimulez votre visage. Là, c'est interdit, mais ce n'est pas pour des raisons de laïcité, c'est pour des raisons d'ordre public. Comme vous le savez, la loi de 2010, à l'inverse de ce qu'on entend parfois, ne repose pas du tout sur la laïcité, ça repose sur deux choses. L'ordre public, c'est-à-dire pouvoir identifier une personne dans la rue, avec des exceptions type crise sanitaire ou carnaval. Et la deuxième chose, c'est l'interaction sociale, c'est-à-dire pouvoir savoir à qui on parle. Et c'est ce qu'a relevé, ce qu'a accepté la Cour européenne des droits de l'homme, quand elle parlait aussi, en reprenant l'expression du Conseil constitutionnel, des exigences minimales de la vie en société. Voilà. Et oui, alors pour répondre à, je vois une question, oui, le prosélytisme abusif, je le répète, c'est le prosélytisme contraignant, qui vous contraint. C'est-à-dire que vous n'êtes plus libre d'éviter ce prosélytisme. C'est un prosélytisme, par exemple,
vous allez avoir un mégaphone qui hurle des trucs religieux alors que vous êtes là, vous ne voulez pas. Ça va être des gens qui vous distribuent des tracts à votre boîte aux lettres, mais pas qu'à votre boîte aux lettres, qui sonnent et qui vous les remet alors que vous avez dit non. Enfin voilà, c'est ça le prosélytisme abusif. Et ça, c'est effectivement interdit. La question est peut-être plutôt par rapport à l'application de la laïcité. Vous avez évoqué le fait que la laïcité, elle ne pouvait se vivre que si on vivait ensemble et qu'on ne séparait pas les communautés. Est-ce qu'à un moment, des politiques publiques, alors je pense à des politiques de logement, je pense à des cartes scolaires, pourraient être remises en cause ou attaquées juridiquement sur le fait qu'elle ne facilite pas la vie en commun. Voilà. Dans la gestion de l'espace public, est-ce qu'à un moment, le principe de laïcité pourrait s'imposer, comme elle est inscrite dans la Constitution, pourrait s'imposer à des politiques publiques qui, à un moment, favoriseraient ou pas le vivre ensemble? Ce serait bien, mais ça me paraît trop complexe parce que c'est très précis techniquement. Aujourd'hui, avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on n'en est pas là et tel ne peut pas être le cas parce que ça touche à des politiques très précises et c'est aller très loin. Ça pourrait ouvrir la voie évidemment à des abus. Quant à dicter des politiques publiques, ce qui est difficilement concevable pour un juge. Mais effectivement, ce serait pas mal, je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, ce serait à minima bien que les politiques, que nos responsables aient le courage de faire beaucoup plus de mixité sociale. Parce que je parle de courage, parce qu'en réalité, pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'ils manquent du courage là-dessus. Parce qu'on sait bien que ça suppose de mélanger les populations dans de l'habitat, dans des écoles, et que du coup, il faut faire de la pédagogie auprès des autres habitants qui ont peur de voir arriver des populations d'une grande précarité, très différentes, des parents d'élèves qui ont peur de voir chuter le niveau scolaire dans leur établissement en mélangeant les classes. Donc, il faut faire cette pédagogie et électoralement parlant, ce n'est pas très porteur pour les politiques qui sont souvent sur du court terme et donc ils ne le font pas parce qu'effectivement, c'est des politiques qui mènent 3, 4, enfin qui durent un peu de temps, 3, 4, 5 ans pour que ça porte ses fruits. Mais quand ça a été mené, ça a marché. Je veux dire, quand on a fait des expérimentations qu'on avait lancées en 2015 pour les collèges et qu'on a joué sur les cartes scolaires, sur les équipes pédagogiques, sur les options offertes, sur l'implantation même des fois des établissements, quand on a pu ensuite mélanger les populations, les tensions ont chuté. Parce que quand vous avez de l'interaction socioculturelle, quand vous avez des débats contradictoires entre élèves, vous n'avez plus de repli communautaire, vous n'avez plus d'affirmation identitaire, parce que vous découvrez autre chose, tout simplement. Et ça, c'est la base, mais ça ne se fait pas. Ça a été stoppé par Jean-Michel Blanquer, ces expérimentations. Là, a priori, Papendia, ils veulent relancer, tant mieux, mais à suivre, on va voir. Je reste très dubitatif à ce stade. Et il faut faire pareil dans l'habitat. Si on ne fait pas cette mixité sociale, les tensions vont augmenter. C'est une évidence. On devrait entendre parler que de ça dans les débats. En fait, on ne parle pas du tout de ça, on parle de toujours interdire. Sauf qu'on ne règle pas la cause. La cause, c'est qu'on communautarise, c'est qu'on ségrègue, c'est qu'on sépare. Si on ne règle pas cette cause, rien ne changera en positif. Ça, c'est clair. Donc, malheureusement, les débats dans les médias sont très pauvres là-dessus, sont très médiocres. Et ce n'est pas d'interdire qui changera quoi que ce soit. Au contraire, ça va susciter des réactions face à ces interdictions nouvelles qui pourront être finalement comment dirais-je, ça serait offrir l'argument de la discrimination aux radicaux que de toujours interdire quand il n'y a plus de raison d'interdire, quand ce n'est pas objectif. Donc, ce n'est pas une solution. Ça ne fera que renforcer les replis. Il faut mélanger les populations. Mais ça, voilà, je vous le dis, c'est politiquement beaucoup plus courageux et du coup beaucoup plus rare. Ce qui est important dans les établissements scolaires, effectivement, c'est d'analyser de constater et de regarder le comportement des élèves, voir si effectivement ils mettent en cause ou pas un enseignement. Évidemment, ils ne peuvent pas remettre en cause un enseignement. Et donc, dans ces cas-là, quand il y a remise en cause de l'enseignement, il faut cette phase de dialogue avec eux, avec leurs parents. Et donc, pour améliorer la situation, si tel n'est pas le cas, ça peut effectivement aller jusqu'à des sanctions. Après, là encore, ça rejoint ce que je viens de dire, à savoir que ces tensions se renforcent du fait d'un manque d'interaction socioculturelle qui fait qu'il y a des replis. Il y a
il y a de l'homogénéité qui renforce du repli communautaire et donc de l'opposition à ce qui est autre, à ce qui éloigne l'élève de son conditionnement familial ou de départ. Donc, tant qu'on ne renforcera pas cette mixité sociale, il y aura des tensions, c'est clair, il y aura des replis et les enseignants seront mis en difficulté. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut agir donc à la racine en renforçant cette mixité sociale. Et puis, par ailleurs, il faut beaucoup plus accompagner et outiller les enseignants qui ne le sont aujourd'hui. Ça fait des années, ça, qu'on le dit également, hein, depuis notre installation à l'Observatoire des laïcités, depuis 2013, on le dit. On avait demandé à ce qu'il y ait de lancer des plans nationaux de formation à la fois sur la laïcité, mais aussi sur les faits religieux, sur l'enseignement laïque des faits religieux, c'est-à-dire sur, non pas les faits religieux en tant que croyance, ça ne concerne pas l'école, mais comment les gérer, comment les expliquer en tant que faits sociaux. Et le premier s'est fait, puis il a été arrêté par Jean-Michel Blanquer pour des raisons obscures, et le deuxième n'a même pas été lancé. Donc clairement, les enseignants ne sont pas assez formés et outillés sur ces questions-là. Je ne parle même pas de la formation. Alors, la formation initiale, ça va un peu mieux parce qu'on a là aussi imposé des formations dès notre arrivée, mais elles ont mis beaucoup de temps à se mettre en œuvre. Et encore, là encore, si ça se fait sur la laïcité, ça ne se fait quasiment pas sur les faits religieux. Donc, c'est un problème. Et là, il y a beaucoup de retard. Il y a énormément de retard avec donc des enseignants qui sont peu outillés, qui sont très vite mis en difficulté face à des élèves qui vont les interpeller et ils ne savent pas comment réagir, évidemment. Et en plus, ils ne sont pas forcément soutenus par l'administration, qui elle-même n'est pas bien connaisseuse des choses et qui ne sait pas bien quoi faire. Donc, personne ne sait bien quoi faire. Même les référents laïcité qu'on avait installés en 2014, il y en a encore énormément qui ne sont toujours pas formés à la laïcité en réalité, et encore moins à l'enseignement laïque des faits religieux. Donc, évidemment, s'ils ne sont pas formés, ils ne trouveront pas de solution, hein, c'est clair. Donc, il faut former, outiller, soutenir, et en parallèle, derrière tout ça, renforcer absolument la mixité sociale. Et quand on renforce la mixité sociale, outre tout ce que j'ai dit, c'est aussi demander sa part à l'enseignement privé confessionnel, ce qui n'est pas toujours le cas. L'enseignement privé, on le sait bien, prend beaucoup moins sa part dans cette mixité sociale. Quand vous regardez les indices, enfin l'IPS, c'est assez dramatique, le constat est effarant. Le privé ne prend pas sa part et du coup laisse un petit peu toute la misère aux établissements scolaires publics. Et ça, c'est évidemment absolument inacceptable également. Oui, justement, c'est une question que j'allais vous poser, Nicolas, par rapport à ça, parce qu'on a eu effectivement l'apparition là, des indices d'IPS, notamment pour les collèges, donc on aura pour les lycées l'année prochaine. Et on s'aperçoit que que là où il y a effectivement, donc où l'IPS est le plus élevé, donc dans les lycées privés, c'est là où dans les collèges privés, c'est là où les collèges ont les meilleurs résultats, hein, donc, et avec effectivement, et là où il est plus faible, c'est là effectivement on a le plus fort taux d'indice de pauvreté. Donc, pauvreté, discrimination, et puis effectivement, donc, atteinte à la laïcité ou difficulté à faire vivre la laïcité pose effectivement un certain nombre de problèmes. Alors, est-ce qu'au niveau de l'Observatoire de la laïcité, ou là maintenant au niveau de la Vigie, est-ce que vous avez été saisi ou interpellé par rapport à ces phénomènes-là je dirais, on pourrait dire, pas de ségrégation, parce qu'on n'est pas sur la discrimination, on est sur la ségrégation. On peut le voir notamment sur Reims, hein, où le groupe puissant d'écoles privées, donc de La Salle, le groupe de La Salle, qui est l'un des, en référence comment dirais-je, aux fondateurs des écoles chrétiennes, donc au XVIIIe siècle, ce sont les écoles effectivement qui sont, alors bon, ils ne sont pas les plus fréquentés, l'effectif baisse, mais en tout cas qui cherchent par tous les moyens à attirer l'élite, donc en tant que tel, et à faire effectivement donc ce que nous contestons, une école de l'élite, en laissant effectivement donc au secteur public le public le plus en difficulté. Bah oui, je peux que te rejoindre là-dessus. Donc on a effectivement souvent, enfin on n'avait pas été interpellé quand on était à l'Observatoire de laïcité par le gouvernement qui, on l'imagine, ne voulait surtout pas traiter de cette question-là. On a même, pour tout vous dire, été stoppé par un certain Premier ministre qui ne voulait pas qu'on parle de ce sujet de la mixité sociale à l'école. On l'a quand même fait, mais on a été mis en difficulté. Et donc, évidemment, on n'a pas été suivi des faits. Nous, ça fait des années, hein, je le disais, quand on disait combien c'était le nœud, que c'était ça qu'il fallait, c'était là-dessus qu'il fallait agir. Mais on a plutôt été bloqué pour parler de ces questions-là et pour en traiter. On a par ailleurs aussi rendu un avis pour contraindre l'État à prendre ses responsabilités et à renforcer l'enseignement public dans certaines zones du Grand Ouest
où, comme vous le savez, il y a très peu d'écoles publiques. Alors là, je parle de la Vendée, par exemple, hein, mais pas que, et les départements autour de la Vendée, qui sont effectivement dans des situations où l'enseignement privé est majoritaire et où vous allez avoir même des systèmes de services de transport en commun payés par la collectivité qui vont favoriser l'enseignement privé par rapport à l'enseignement public. Donc ça, c'est évidemment des choses complètement aberrantes, avec évidemment une concentration de la pauvreté dans les quelques rares établissements publics, par ailleurs très mal desservis. Donc c'est vraiment la totale. Et donc on a fait un avis aussi là-dessus, qui évidemment n'a absolument pas été repris par le gouvernement. Donc on voit bien que c'est des questions très sensibles sur lesquelles il y a un manque de courage politique, pas tant. Mais c'est pourtant les questions qui devraient être traitées, et je suis forcément très déçu de constater que dans les débats médiatiques, cette question ne soit quasiment jamais abordée, alors que c'est la question clé. Juste pour prolonger par rapport à ça, l'INED a produit effectivement une note la semaine dernière qui montrait que le Covid avait particulièrement impacté les migrants, donc, et dans des proportions beaucoup plus importantes, la plus importante de l'ensemble des pays de l'OCDE. Quand on voit effectivement le rapport aux migrants, quand on entend effectivement ce qu'on entend aujourd'hui par rapport au fait que certains politiques s'autorisent à dire, dans une conquête du pouvoir, de pouvoir interne, qu'on n'est plus en France, ou d'autres dire, dans certains quartiers, dans certains secteurs, on n'est plus en France, on sait effectivement à quoi on fait référence. Cette question ce type de propos, bien évidemment, c'est pas, je dirais, il ne s'exprime pas par rapport à la laïcité, mais c'est toute une pratique qui discrimine effectivement, je veux dire, la problématique de la laïcité telle qu'elle est conçue, donc loi de liberté de conscience. Ça pose quand même d'énormes problèmes par rapport à ça, très pratique en tant que tel, en termes de, je dirais, de coûts en termes de vie. Bien sûr. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le contexte global qui amène à tout cela, sur l'opposition grandissante à l'immigration et qui est largement alimentée par certains politiques, sur la polarisation de la société, l'opposition entre ceux qui s'éloignent de la religion et ceux qui peuvent la réaffirmer. Et finalement, ces discours ne peuvent que renforcer les replis communautaires et les recours à la religion, donc qui sont totalement contre-productifs hein, en plus. Donc on n'est pas aidé, hein, on n'est pas aidé par certains de nos responsables politiques, on n'est pas aidé par certains de nos médias. Là, juste avant, je voyais une scène ahurissante, mais bon, ça ne vous étonnera pas parce que c'est sur CNews. Je ne regarde pas CNews, hein, donc j'ai juste vu cet extrait passer sur Internet, sur un plateau donc, où il y a un interviewé, il s'avère qu'il est juif pratiquant et qu'il a une kippa, et donc les journalistes, enfin les chroniqueurs, ce ne sont pas des journalistes, qui lui disent « Mais qu'est-ce que vous faites avec votre kippa? Pourquoi vous avez une kippa sur un plateau de télé? Nous, c'est la laïcité, vous n'avez pas le droit. Vous devez être discret. » Non, mais c'est aberrant. Enfin, je veux dire, c'est nouveau, quoi. Hein. La laïcité, maintenant, interdit d'interviewer des gens qui ont des signes religieux. Enfin, c'est absurde. Et c'est une scène, évidemment, qui a été reprise un peu partout dans le monde. Et donc, vous voyez l'image que ça donne en plus de la laïcité française. Parce que la chroniqueuse, elle dit, la laïcité, c'est la discrétion, vous n'avez pas le droit. Ce qui est complètement faux. Sauf que c'est ça qui se diffuse partout dans le monde. Donc, ça donne une image, évidemment, détestable de la laïcité, alors que ce n'était pas la laïcité. Donc, il faut quand même qu'on ait conscience de ce débat extrêmement médiocre qui est alimenté par certains de nos prescripteurs d'opinion. Et il faut que nous, en tant que citoyens, on s'élève toujours et qu'on ne laisse pas passer ces scènes-là. Ce n'est pas possible. On ne peut plus laisser passer quand on a des élus qui racontent n'importe quoi, quand on a des journalistes qui racontent n'importe quoi. Il ne faut plus laisser passer parce que ça a des conséquences lourdes et ça ne fait que renforcer les replis communautaires. Ça, c'est une évidence. Comme je l'avais expliqué déjà, c'est pas tant les statuts qui peuvent être limites, mais c'est pas tant les statuts que la pratique de la FFF qui pose problème, puisque les statuts, ils rappellent aussi en fait que la neutralité ne peut se justifier que par les règles du jeu et surtout les tenues réglementaires qui peuvent amener de fait à ce qu'il y ait une certaine neutralité. En revanche, dans la pratique, même quand les tenues finalement sont réglementaires, il y avait impossibilité pour certaines femmes, en effet, jeunes femmes, de porter des foulards qui ne sont pas des foulards en fait, hein, qui sont effectivement des, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, comment ça s'appelle déjà, des hijab running, là, avait dit Nike, enfin bon, bref, des sortes de...
Des couvre-chefs. Oui, des couvre-chefs qui en fait se fondent avec le maillot et qui en fait ne font que serrer les cheveux. Et effectivement, là, sur le coup, c'est des tenues qui sont réglementaires en ce sens où ça, c'est pas des volants, c'est pas des gros foulards, c'est quelque chose comme un bonnet en fait que porterait un joueur et qui ne s'oppose pas à la pratique du sport et aux règles du jeu du sport. Donc, en fait, c'est que là-dessus, normalement, effectivement, dans cet espace du sport, que peuvent s'appuyer les fédérations, c'est-à-dire sur les règles du jeu et les tenues réglementaires apportées en période de compétition, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une tenue réglementaire qui est fixée par les fédérations et il y a des règles du jeu à respecter. Effectivement, dans certains sports, vous ne pouvez pas avoir certaines tenues qui s'opposeraient aux règles du jeu parce qu'on peut les attacher, on peut les tirer, etc. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Mais ils ne peuvent pas en mettre en avant une neutralité générale et absolue, juste comme ça, parce qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait de manifestations de conviction. Ça, c'est pas possible. Il faut que ça s'attache aux règles du jeu et aux tenues réglementaires. Et s'ils ne s'attachent pas à ça, en effet, si c'est juste pour exclure dans des compétitions d'amateurs locales des jeunes filles de pratiquer alors même qu'elles ont un bonnet qui s'incorpore au maillot, c'est effectivement un problème. Donc, et en tout cas, ça ne peut pas être fondé sur la laïcité, évidemment. La laïcité, elle ne s'imposera sur le coup que pour les salariés des fédérations, puisque les fédérations, sur le coup, elles délivrent un service public. Donc, les salariés des fédérations se doivent d'être neutres. Et après, effectivement, quand il y a des joueurs qui sont salariés des fédérations, notamment, ça peut être le cas pour certaines équipes nationales, là, en effet, la question se pose. Et comme ils représentent à travers leur équipe, parfois, ils représentent la fédération et donc l'État. Là, en effet, on peut demander à ces joueurs en sélection et qui sont salariés des fédérations la neutralité. Mais pour les autres, l'argument de la laïcité ne tient pas. Ça ne peut que reposer sur les règles du jeu et les tenues réglementaires. Les écoles sous contrat, privées et confessionnelles, sont déjà subventionnées et payées par l'État. Mais effectivement, le corollaire, c'est qu'elles acceptent tous les publics, quelles que soient leurs convictions ou croyances, et qu'elles délivrent le seul enseignement de l'éducation nationale, avec un enseignement par ailleurs autre qui est possible, mais qui doit être facultatif, l'enseignement religieux, et qui ne peut pas être imposé aux élèves accueillis. Voilà. Donc, effectivement, une association confessionnelle peut dire qu'elle est laïque dans le sens où elle accueille tous les publics. Mais en revanche, si c'est une association cultuelle, ce n'est pas le cas, parce que là, elle exerce un culte. C'est la différence à faire. Par exemple, le Secours catholique est laïque en ce sens où sa mission d'intérêt général, elle vaut pour tous les publics, évidemment, tous ceux qui sont dans le besoin. Après, en revanche, elle a un caractère confessionnel. En revanche, le diocèse de je ne sais quelle ville, ben non, là, c'est en revanche une association cultuelle loi 1905 qui est là pour exercer le culte. Elle n'est en aucun cas laïque. Bonsoir. Que pensez-vous de la formation aux valeurs de la République et laïcité ? Alors, si c'est le plan de la NCT, je ne vais pas en poster du mal puisque c'est moi qui l'ai initié et qui l'ai co-conçu. Donc, c'est moi qui en suis à l'origine de cette formation et je l'ai co-conçu, j'ai rédigé pas mal de son contenu. Donc, je ne peux pas en dire du mal de cette formation. Je pense qu'elle est bien. Enfin, je ne suis pas objectif, quoi. Mais l'intérêt de cette formation aussi, c'est qu'elle mélange des publics. Ça, c'est bien, c'est qu'elle s'adresse à des publics assez différents et ça permet à ces publics de se parler, de se rencontrer, d'échanger sur des bonnes pratiques, etc. C'est aussi une formation qu'on a voulu interactive et qui met en situation avec tout un tas de cas concrets. Donc, en général, ça marche plutôt bien. Donc, je ne vais pas dire du mal de cette formation qui, heureusement d'ailleurs, est encore déclinée. Après, il faut espérer évidemment que son contenu ne soit pas modifié. Son contenu n'est pas modifié. On a quand même eu un apport, parce que je pense que dans la salle… Oui, il y a eu un apport sur la radicalisation. Voilà. Voilà. Alors moi, à l'époque, juste avant qu'il le fasse, j'avais dit que c'était quand même des sujets à très largement distinguer. Et juste avant mon départ, j'avais quand même pu éviter le pire, puisqu'il voulait carrément en faire une formation à l'intérieur de la formation. Normalement, c'est surtout informationnel. Oui, mais c'est vrai qu'en pratique, c'est souvent très décalé dans le déroulé du… Ben oui, c'est clair. Ça, j'étais pas favorable et j'ai juste pu éviter que ça prenne plus de place que ça n'en a. Alors pour les créneaux réservés, il
n'y en a pas beaucoup. Et il y en a, alors à Lille, qui avait suscité la polémique, la mairie avait dit que ça n'était pas du tout des créneaux réservés aux femmes musulmanes, mais je crois que c'était aux personnes en surpoids, je crois. Et après, il y en a eu un autre qui n'a pas été trop traité, qui effectivement concernait les femmes de confession juive. Je crois que c'était dans une ville autour de Paris. Évidemment, la loi là-dessus, elle rappelle qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de pratiques discriminatoires de la part des communes et que l'accès dans les horaires classiques doit être ouvert à toutes et tous. Les seules dérogations possibles sont celles qui sont prévues par le code pénal, par exemple, qui sont liées à la dignité, donc des problèmes psychologiques effectivement sur son corps, ou surtout, ce qui se fait parfois par rapport aux femmes qui ont été victimes de violences, d'agressions sexuelles, de viols, etc. Là, effectivement, pour ce type de cas, il peut y avoir des créneaux spécifiques qui sont autorisés, et ces dérogations étant autorisées par la loi. Mais c'est tout, pas sur des critères religieux, évidemment. Ensuite, pour le burkini, ben là, en fait, c'est pas une question de laïcité, hein. Puisque les usagers ne sont pas soumis à la neutralité, les usagers des services publics, mais en revanche, c'est une question de tenue adaptée. C'est-à-dire que quand vous allez dans certains équipements sportifs ou autres, vous devez parfois avoir des tenues adaptées. Et c'est le cas des piscines municipales. Donc, il faut des tenues qui respectent les grands critères d'ordre public que sont la santé, l'hygiène, la sécurité. Si vous acceptez des maillots de bain en respectant ces critères, pas de problème. Ça peut être des maillots de bain plus ou moins larges, plus ou moins, je veux dire, dans le choix des maillots de bain. Ça, c'est aux villes, effectivement, de rédiger leur règlement intérieur pour autoriser plus ou moins de maillots de bain qui respectent ces grands critères. Voilà. Le problème de Grenoble, c'est que dans son mémoire en défense, qui a été présenté dans le Conseil d'État, ils ont mis en avant le fait qu'ils avaient qu'ils avaient autorisé ce type de maillot au nom d'une appartenance religieuse. Là, évidemment, c'est un problème parce qu'on ne peut pas déroger à une règle d'ordre public au nom d'une appartenance religieuse. Donc, c'est pour ça que le Conseil d'État l'a invalidé. Après, en revanche, vous avez d'autres règlements intérieurs comme à Rennes, où des maillots de bain qu'on pourrait dire type burkini sont autorisés, mais parce qu'ils n'ont pas fait de cette manière-là. Ils ont rédigé un règlement intérieur qui simplement constate que certains burkinis peuvent être compatibles avec les règles d'hygiène et de sécurité, c'est-à-dire que ça va être burkini, c'est-à-dire des tenues couvrantes, et qui s'apparentent en fait à des petites, parce que c'est pas jusqu'au pied souvent, des petites combinaisons, et qui ont été autorisées parce que c'est je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, c'est des matières qui sont plus légères que des combinaisons, qui peuvent du coup se découper facilement au cas où il faille mettre un défibrillateur à même la peau. Enfin voilà, en gros, c'est des questions d'hygiène et de sécurité. C'est pas une question de laïcité là. Il y a aussi un cas d'exception par rapport effectivement au créneau réservé. C'est ce que négocie, par exemple, la Fédération française de naturisme avec les collectivités. Qui portent sur un autre problème. Exact. Ouais. Concernant le rapport au corps, effectivement. Ouais. Ben non, mais vous connaissez les régimes dérogatoires, il y en a 5 en France en gros. Hein. Le plus important, c'est l'Alsace-Moselle, évidemment. Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle. Et puis ensuite, vous avez la Guyane, mais qui tend à disparaître, puisque le diocèse de Cayenne a accepté à terme de reprendre en charge ces membres du clergé, puisque donc là-bas, il n'y a que le culte catholique qui est reconnu et qui est subventionné, en fait. Sauf que bon, finalement, il a commencé à le reprendre en charge et puis maintenant, il dit « j'ai pas assez de fidèles, donc il faut que vous m'aidiez, vous, conseil départemental ». Donc, c'est pas encore tout à fait réglé quand même. Ensuite, vous avez Saint-Pierre-et-Miquelon, vous avez Mayotte. Mayotte, c'est droit commun ou droit local, c'est au choix de chacun. Le droit local étant dérogatoire au droit commun avec des règles notamment de propriété qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît, mais aussi des règles d'héritage très différentes, avec les femmes qui héritent en général de lieux, mais c'est sans qu'il y ait de titre au cadastre, il n'y a pas de cadastre, enfin, c'est très particulier. Et puis après, il y a le droit commun qui lui, n'est pas dérogatoire à la laïcité de manière générale. Ensuite, vous avez la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, qui là aussi sont dérogatoires à la laïcité, mais avec aussi une autonomie constitutionnelle. Donc, c'est aussi là, sur le coup, à eux de décider s'ils souhaitent
finalement appliqué la pleine laïcité et la loi de 1905. C'est des régimes très différents, vous le savez bien. Wallis et Futuna, n'en parlons pas, avec l'existence encore de rois et l'école, l'enseignement primaire qui est délivré par l'Église catholique. C'est encore très différent, évidemment. Mais bon, ça ne concerne pas non plus énormément de monde. Et puis, vous avez les terres australes antarctiques, mais alors là, ça concerne encore moins de monde. Hein. C'est 100 à 200 scientifiques à l'année, avec une chapelle qui, effectivement, est payée encore par l'État là-bas. Mais bon, c'est vraiment une petite exception. Non, la principale exception, évidemment, c'est l'Alsace-Moselle. Vous avez quand même près de... Ouais, vous avez en tout, vous avez près de 3, un peu plus de 3 millions, je crois, 3 à 4 millions de Français qui résident dans des zones qui ne sont pas soumises à la laïcité en France. Donc, effectivement, la France n'est pas encore un pays qui n'a qu'un seul système, loin de là, même si l'Observatoire avait voulu faire évoluer les choses et avait obtenu quelques avancées pour que progressivement, le régime dérogatoire d'Alsace-Moselle se fonde dans le régime général. Et donc, quand même, ce qu'on a pu obtenir, je le disais tout à l'heure, c'est l'abrogation du délit de blasphème, c'est une chose importante, mais c'est aussi de rendre purement facultatif l'enseignement religieux, qui n'est pas un enseignement laïque des faits religieux, mais qui peut être un enseignement religieux. Donc, désormais, il est purement facultatif à l'école, au collège et au lycée. De le sortir du tronc commun, ça on l'a obtenu, mais pas à l'école primaire. Donc, à l'école primaire, vous avez encore les élèves d'Alsace-Moselle qui ont 1 heure de moins que les élèves du reste de la France de l'intérieur, comme il l'appelle, puisqu'effectivement, ils ont cette heure d'enseignement religieux, même s'ils ne la choisissent pas, mais qui est pris sur le tronc commun. Voilà quelques évolutions, mais encore évidemment le financement des ministres du culte là-bas, des cultes reconnus, qui se fait toujours par l'État. Des cultes reconnus qui sont au nombre de 3. Donc, oui, enfin 4, quoi. 2 cultes protestants, le culte israélite juif et le culte catholique. Donc, il n'y a pas dedans le culte musulman, il n'y a pas le culte bouddhiste, il n'y a pas le culte protestant évangélique, etc. Donc, cette forme de discrimination, il y en a une autre aussi, puisque la religion est déclarée donc, à l'inscription scolaire, que ce soit en primaire. Mais ça, c'est fini, justement, c'est ce qu'on a obtenu. Ça, c'est fini, c'est ce qu'on a obtenu, justement. Ah, parce qu'il y a toujours, j'ai toujours entendu parler, y compris en primaire, parce que j'ai toujours... Oui, ça, on l'a sorti. Et maintenant, c'est la religion est sans religion. Donc, voilà, non, mais maintenant, voilà, les gens font. Effectivement, il n'y a plus de déclaration obligatoire et vous choisissez ou pas de suivre un enseignement religieux. Et si vous en choisissez un, vous dites lequel. Mais tout ça est purement optionnel désormais. Non, moi, ce qui me gêne le plus, effectivement, c'est sur le fait qu'on ait une pression permanente, je dirais, pour assurer donc s'inscrire dans le dialogue interreligion pour ramener donc un rapprochement entre les religions. Je considère que ce n'est pas aux associations comme les nôtres, et notamment celles à qui on demande de signer le contrat d'engagement républicain, de faire en sorte qu'elles s'inscrivent dans ce type de politique qui n'est pas de la responsabilité du Conseil régional. Et ça, c'est un vrai problème pour lequel, effectivement, je me demande s'il n'y aurait pas, donc, pour les collectifs d'associations, à saisir le Conseil d'État pour pouvoir être libéré de cette demande très pressante. Non, mais évidemment, vous n'avez pas dans vos missions celle-ci, vous n'avez pas à l'exercer. Après, en plus, c'est d'autant moins acceptable que c'est interreligieux et pas interconvictionnel, c'est-à-dire beaucoup plus large, avec des débats qui rassembleraient les libres penseurs, l'Union rationaliste, par exemple, etc. Donc, ce n'est pas un mouvement d'éducation populaire que d'œuvrer au dialogue interreligieux, ça n'a pas de sens. Je voudrais vraiment te remercier très, très, très sincèrement, Nicolas, pour ta brillante intervention et justement la clarté de tes réponses. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des participants et nos amis meusiens qui sont restés jusqu'au bout. Je souhaite effectivement que l'on puisse déclarer disponible pour répondre à des préoccupations, je dirais, particulières en fonction de nos activités, de nos actions, de nos interventions avec la puissance publique. Je t'en remercie beaucoup. Je crois que la vigie de la laïcité est un lieu, un espace ressource qu'on n'hésitera pas donc à solliciter et à interpeller. Merci beaucoup à vous tous.